Aujourd'hui, je vais être 100% honnête avec vous et je vais vous montrer en détail comment est-ce que j'ai fait pour acheter 80 biens immobiliers à l'âge de 23 ans. Et dans cette vidéo, je vais vous délivrer une partie de mes connaissances bien sûr, mais aussi une partie de mon histoire personnelle qui a fait que j'en suis passé par là et que j'ai réussi à avoir ce résultat-là. Parce que je suis convaincu qu'on est une partie, en tout cas de la somme de tout ce qui nous est arrivé dans notre vie et cette vidéo va vous permettre de comprendre. J'ai reçu énormément de messages ces derniers temps sur les réseaux sociaux en me disant « Mais Tim, c'est pas possible, comment est-ce que t'as fait ?» Et c'est un discours que je connais depuis que j'ai commencé en fin de compte, disant que c'est impossible de faire ci, c'est impossible de le faire aussi vite, c'est impossible d'en faire autant. Et c'est pour ça qu'avec mon équipe, on a décidé aujourd'hui de tout vous dévoiler. Et parce que mon intention avec cette vidéo, c'est d'être 100% transparent et complètement honnête avec vous, afin que peut-être vous puissiez ne surtout pas faire ce que j'ai fait, ou à l'inverse que vous puissiez copier-coller les recettes que j'ai utilisées, et je vais tout vous expliquer de A à Z. Même si globalement, je devais donner une recette pour réaliser tout ça, je dirais que j'ai énormément travaillé, j'ai eu énormément de chance et j'ai fait une tonne d'erreurs. Et je pense que c'est véritablement ce mélange-là qui m'a permis d'atteindre ce résultat. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour réaliser mes études, qui en plus c'était des études de médecine, donc des études qui sont très prenantes, et en même temps comment est-ce que j'ai monté une activité de thérapie, donc la prestation de service en fin de compte pour aider les gens à perdre du poids, à arrêter de fumer ou à sortir de la dépression, et comment dans un temps quasi synchrone, j'ai utilisé les revenus que ça m'a apporté pour investir dans l'immobilier et ne plus avoir de ma vie à travailler. Alors pour que vous compreniez bien comment tout a commencé, je vais vous expliquer comment est-ce que déjà je suis arrivé dans ce monde de l'immobilier, du business, de l'entrepreneuriat, etc. Et en fait je pense que la base de la base, si on devait dire le noyau brut qui a déclenché tout ça, c'est que quand j'étais plus petit, j'étais passionné de sport. Et en fait j'adorais le sport, mais au-delà de ça, j'adorais la compétition. Et dans le sport globalement, plus on en fait, et si vous avez fait du sport vous le savez, plus on s'entraîne et plus on a des bons résultats en compétition. Et en fait c'est un petit peu comme dans la vie, factuellement, plus on travaille et plus on gagne. En tout cas, c'est ce que je croyais à cette époque. Le problème du coup, c'est qu'on peut devenir véritablement dépendant de ce travail et pour ma part, je l'ai vécu à titre personnel et on s'en rend pas forcément compte, mais on s'enferme dans une sorte de prison dorée, on va dire, qu'on a choisi en plus inconsciemment, que personne nous a imposé, mais que malgré tout, on s'est emprisonné à l'intérieur et on se retrouve complètement bloqué. Et cette prison, elle amène à plein de stress, plein de maladies, plein de trucs pas bons pour la santé globalement et qui ont tendance à faire baisser notre morale et donc notre niveau de bonheur. En plus, vous allez voir que j'étais quelqu'un de plutôt altruiste et il y avait énormément de gens que j'avais envie d'aider, donc j'avais clairement besoin de gagner plus de pognon. Et c'est pour ça qu'il a fallu que je trouve une solution avant qu'il ne soit trop tard. En fait, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu un côté un peu altruiste, on va dire que mon kiff c'était d'aider les autres et de rendre service, voire même à m'assouvir aux autres, en fin de compte. Je me souviens qu'à l'école, j'avais tendance à toujours vouloir porter le cartable des autres, toujours vouloir être celui qui allait donner sa copie aux autres parce que j'étais un bon élève et que c'était une fierté pour moi de pouvoir aider les élèves qui étaient moins bons que moi à l'école. En tout cas, j'ai toujours baigné un peu dans cette ambiance, d'autant plus qu'avec mes parents, on voyageait énormément et mes parents m'ont beaucoup fait voyager dans des pays d'Afrique, d'Asie qui sont très très pauvres. Donc j'ai toujours été éduqué dans cette culture de l'aide, en plus venant de parents qui ont une culture médicale libérale, donc ils passent leur journée à aider les autres. Pour moi, j'ai toujours eu la version, en tout cas la bonne version de la vie, c'était d'aider les autres le plus possible. Alors ma première expérience avec l'entrepreneuriat, elle remonte au lycée. Quand j'étais au lycée, j'étais passionné de fitness et j'allais d'ailleurs tous les jours à la salle de sport et dans cette salle de sport là, c'était un peu particulier parce que le patron voulait pas qu'il y ait de coach. Donc il n'y avait pas d'entraîneur, il n'y avait pas de programme, il n'y avait même pas de cours collectif en fin de compte, pas de choses comme ça. Et à cette époque-là, moi étant passionné de nutrition, ayant des parents dans le domaine médical, naturellement je me dis tiens, le plus important, et vous le savez si vous faites du sport, c'est pas comment on s'entraîne, c'est comment on mange. L'alimentation c'est vraiment le pilier le plus important quand il s'agit de fitness, et c'est pour ça que naturellement je me suis intéressé à cette partie-là du sport plus qu'aux autres. Et à cette époque-là, j'ai décidé de faire une formation en ligne, c'était un peu le début du e-learning en fin de compte, et c'était une formation, je me souviens, avec l'université de Bruxelles, je crois, ou quelque chose comme ça, de nutrition pour être coach en nutrition. Donc coach en nutrition avec un papa médecin et une maman dentiste, clairement ça veut rien dire. C'est ni diététicien ni nutritionniste. Mais c'est pas grave, je l'ai fait sans trop leur en parler et j'ai commencé à faire ma petite formation et à développer du coup des compétences là-dedans et avoir de bien meilleurs résultats à titre personnel. Et un jour je me suis dit tiens, il y a plein de gens qui viennent me poser des questions à la salle, comment est-ce que je m'entraîne, comment est-ce que je mange, est-ce que j'ai des conseils à donner, et je me suis dit pourquoi est-ce que je pourrais pas essayer de me faire un peu de sous plutôt que d'aller, moi dans ma région c'est le fait d'aller faire les vendanges, moi j'avais pas du tout envie d'aller faire les vendanges. Donc je me suis dit, est-ce que je pourrais pas me faire un peu de sous avec ma passion en fin de compte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre des programmes de sport. Donc je vendais des programmes nutritionnels et d'entraînement en même temps dans la salle de sport où il n'y avait pas le droit d'avoir des coachs. Et je vendais ça pour pas forcément grand chose par rapport au prix du marché. Je vendais un suivi qui coûtait entre 80 et 100 euros en fonction de si les gens voulaient que la diète ou également le programme athlétique. Et ça pour un suivi de 6 à 8 semaines. Mais ce qui fait que rapidement, mine de rien, j'ai réussi à faire un premier, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis ensuite je l'ai fait à un copain
copain qui en a parlé à son petit frère, puis ensuite son petit frère est venu me voir, et c'est comme ça que j'ai eu mon deuxième, troisième, quatrième, cinquième client. À l'époque, j'avais même pas qu'on appelait ça des clients, moi c'était simplement pour rendre service, et j'arrivais à me faire 500, 600, 700, voire même certains mois 800 € alors que j'étais encore au lycée. Et donc à cette époque-là, j'avais pas du tout envie de faire des études supérieures, en tout cas c'était pas du tout mon délire à l'époque. J'avais plutôt envie d'être coach sportif, d'être dans ma salle de sport et d'aider les gens à perdre du poids ou à se remettre en forme. J'étais même plutôt dans une sorte d'opposition vis-à-vis de mes parents et vis-à-vis du côté argent qui m'attirait pas du tout à cette époque-là, et j'avais pas du tout envie de gagner plus qu'un coach sportif. J'en avais même pas l'ambition en fin de compte, j'avais simplement envie d'avoir ma petite vie tranquille et de faire du sport autant que je voulais. Ce qui a fait le déclic dans l'idée de vouloir faire de la médecine, c'est qu'à cette époque-là, je décide de faire un stage. Enfin en fait je décide pas vraiment, globalement on me force un peu à faire un stage, et je fais un stage avec un médecin. Et c'est là que je découvre que certaines personnes dans la vie ont réellement le pouvoir de changer la vie des autres. Et à ce moment-là, je suis convaincu que c'est une super chose, et c'est d'ailleurs ce que je veux faire, c'est pour ça que je voulais faire coach sportif, mais c'était simplement le côté un peu business, argent qui me plaisait pas trop. Puis un jour je vais à la salle de sport et puis je discute de cette problématique-là avec un pote à moi qui était à la salle de sport, qui venait d'un quartier un peu populaire, on va dire, pas très loin de chez moi, un mec avec qui j'avais fait du hip-hop quand j'étais plus jeune. Et puis je lui explique ce problème, je lui explique que voilà, mes parents essayent de me convaincre de faire de la médecine si je veux aider les autres. Moi je leur dis que c'est pas du tout mon délire, puis j'ai pas envie de bosser, j'ai pas envie de faire des études, j'en avais déjà ras la casquette du lycée, et je lui soutiens et je lui prouve par A plus B que l'argent c'est pas ça qui permet d'aider les autres. Et alors à ce moment-là, il est venu vers moi, il a posé sa main sur mon épaule, je m'en rappelle comme si c'était hier, un peu en mode grand frère, tu vois, et il me regarde droit dans les yeux et il me dit: Tim, tu sais, moi je vais te dire une chose, de mon expérience, la meilleure façon d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. Et à ce moment-là, ça fait comme un électrochoc dans mon cerveau, et je me dis putain, mais c'est pas con ce qu'il dit. Et à ce moment-là, il y a une sorte de cheminement de pensée qui commence à se mettre en place, et je me dis que c'est vrai que je pourrais peut-être aider plus de monde si je gagne 3000 ou 4000 ou 5000 ou 10 000 ou 20 000 € par mois. Et je me dis que globalement, un mec comme Jeff Bezos par exemple, qui a des milliards et des milliards et des milliards de disponibles, c'est vrai que factuellement il pourrait peut-être aider beaucoup plus de personnes que moi en étant coach sportif dans ma petite salle de sport. Et c'est vraiment cette phrase-là qui est restée gravée dans mon esprit et qui a fait que j'ai décidé d'entamer des études de médecine. Alors donc je m'inscris en première année de médecine, tout va bien, je découvre qu'il faut bosser 80 heures par semaine, merveilleux, je suis le plus heureux du monde. Je le fais, je bosse comme un taré, j'étais pas trop mauvais à l'école donc j'arrive à m'en sortir, et en première année de médecine, dans la faculté dans laquelle j'étudiais à cette époque-là, il y avait 230 places. Et à la fin du premier semestre, c'est là où on a les premiers partiels à la fin de l'année et on commence à se positionner par rapport aux autres, est-ce qu'on est meilleur, moins bon, et en sachant que la première année de médecine, c'est un concours, donc factuellement d'être bon ça sert à rien, ce qui compte c'est d'être meilleur que les autres. Ça à la limite ça me dérangeait pas trop parce que moi j'étais fan de sport, en plus j'adorais la compète, donc l'idée qu'il y avait une compète c'était plutôt stimulant pour moi qu'un frein. Mais à la fin du premier semestre, je finis 276e, il me semble, ou 266e, enfin dans ces eaux-là, sur 1600. Et donc clairement, pour 230 places, je suis pas à l'objectif et je suis pas sûr d'être pris en deuxième année si je fais pas mieux à la fin de l'année. Donc du coup, je décide de pas prendre de vacances à Noël et je bosse comme un taré, j'arrive à rattraper un peu mon score, et au début du deuxième semestre, au résultat d'école, c'est les examens blancs qu'on avait toutes les semaines, j'arrive à faire des meilleurs scores qu'au premier semestre, et ce qui fait que je me dis que ça va peut-être le faire et que je vais peut-être arriver à l'avoir du premier. Et au deuxième semestre, il se passe quelque chose dans ma vie perso. On est un vendredi, je sors de la bibliothèque, il est 20h, je prends la voiture depuis Dijon pour rentrer chez moi, donc à Chalon-sur-Saône, à 40 minutes de route à peu près, rentrer chez mes parents, parce que je rentrais chez mes parents tous les week-ends à cette époque-là. Et on rentre le soir, et une sorte de conseil de famille avec mon papa, ma maman et ma petite sœur, et mes parents nous annoncent qu'ils vont divorcer, qu'ils vont se séparer, et à ce moment-là, évidemment, tout le monde fond en larmes, ma petite sœur était décomposée, et tout le monde va se coucher le soir, tout le monde un peu triste en fin de compte de cette situation. Et là je me dis, en me couchant le soir dans mon lit, que ça va être très compliqué pour moi. Parce que déjà qu'une première année de médecine c'est super compliqué, mais alors si en plus mes parents divorcent et que ma petite sœur va pas bien, et que mon papa va pas bien, et que ma maman va pas bien, et que moi je suis obligé de gérer mes concours à côté, grosso modo je me dis que ça va pas aller du tout. Et évidemment dans les jours qui ont suivi, ça se passe pas bien, beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur, beaucoup de larmes, et moi au milieu de tout ça, qui suis le plus grand de la famille puisque j'ai qu'une petite sœur, obligé de gérer et d'essayer en tout cas de faire ce que je peux et de manager les humeurs des uns et des autres pour que ça se passe le mieux possible. D'autant plus que moi je suis en cours à 40 minutes de route, donc je me tape les allers-retours tous les jours, donc je perds 1h30 par jour. Et pour ceux qui ont fait des études supérieures, vous le savez, perdre 1h30 par jour où on peut pas bosser, surtout quand on a un concours à la fin de l'année, c'est clairement une balle qu'on se tire dans le pied. Et à ce moment-là, je commence à regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, notamment des vidéos de motivation, parce qu'en fin de compte, clairement, je perds la motivation et je sors complètement du concours, j'arrive plus à bosser, j'arrive plus en fait à quoi que ce soit factuellement. Et je tombe sur des vidéos de Tony Robbins, je tombe sur des vidéos de Jim Rohn, je tombe des vidéos de
de Mark Cuban, je tombe sur des vidéos de Franck Nicolas. Et à ce moment-là, je commence à comprendre que la psychologie, même si c'était un domaine qui m'avait toujours intéressé, parce que dans le fitness, on en parle beaucoup quand j'étais au lycée, je m'étais jamais intéressé plus que ça, et je découvre que la plupart de notre réussite, elle dépend de notre cerveau et de notre façon de penser. Et en fait, je commence à regarder de plus en plus de vidéos, et grâce à ces mecs-là, et à toutes ces personnes qui sont sur YouTube, et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que je suis un pur produit YouTube, j'arrive à reprendre le cap, j'arrive à me remettre dans mes cours, et j'arrive à globalement reprendre les choses en main, et j'arrive à finir mon année en ayant obtenu mon diplôme, et ce, du premier coup, ce qui était complètement inespéré pour moi. Et je pense que ça a été ça la première épreuve, en tout cas une des plus dures que j'ai vécues dans ma vie. Et à la fin de cette première année de médecine, je décide de même me former pour aller au-delà de ça et devenir coach, une sorte de coach de vie. J'avais pas vraiment de vision précise à cette époque-là, mais en tout cas, je voulais aider les autres avec des outils un peu originaux. Et le premier outil que je découvre et duquel je me passionne, c'est l'hypnose. Et en fait, l'hypnose, ça consiste à aller chercher des ressources inconscientes chez la personne afin de l'aider à effectuer les changements escomptés. Alors du coup, je finis le concours de médecine un vendredi et dès le samedi, je suis à Lyon et j'entame ma première formation pour devenir hypnothérapeute. Et cette formation, elle a complètement bouleversé ma vie parce que j'ai découvert qu'on pouvait aider les autres via des outils psychologiques que je connaissais pas du tout à cette époque-là, que j'avais découvert pendant cette première année de médecine. Et c'est là où j'ai vécu ma première expérience thérapeutique, si on peut appeler ça comme ça, qui m'a réellement convaincu que j'avais bien fait de choisir la médecine. Alors du coup, je fais ma formation, tout se passe bien, j'obtiens mon diplôme, je faisais partie des bons étudiants de la promo en fin de compte, et je décide de pas attendre, et plutôt que d'aller bosser à Carrefour l'été, ou encore une fois d'aller faire les vendanges, ou d'aller bosser au McDo en parallèle de mes études pour me faire un petit peu de sous, je décide de montrer une auto-entreprise et de m'installer en cabinet dans une maison médicale, la même où exerce mon papa d'ailleurs, c'était ça qui était assez pratique, et je commence à avoir une personne, donc je travaille le samedi matin, puisque tout le reste de la semaine je suis à l'hôpital ou à la fac, et on est encore l'été, donc en plus je suis en vacances, donc j'en profite pour voir des personnes, je pose des flyers dans les bureaux de tabac, même si ça peut paraître contre-productif, dans les salons de coiffure, chez l'esthéticienne, etc., etc. Et donc je suis dans un petit village, et au début, j'ai une personne qui vient me voir le samedi matin pour arrêter de fumer, pour perdre du poids ou des choses comme ça, et je l'aide du mieux que je peux. Puis petit à petit, ça marche pas trop mal, et j'arrive à avoir la coiffeuse du village. Alors elle vient pour arrêter de fumer, et ça marche du premier coup, super bien, ce qui fait qu'elle m'envoie 10 personnes. Puis elle se met à en parler à tout le monde. Et puis ensuite, pareil pour le buraliste, puis pareil pour la boulangerie, puis pareil pour ceci. Et puis vous savez ce que c'est, dans un petit village, les rumeurs vont très vite. Et rapidement, j'arrive à remplir mes samedis matins, donc une consultation à l'heure quasi, et j'arrive ensuite à remplir mes samedis après-midi, et puis l'année continue d'avancer, je fais ma rentrée en deuxième année de médecine, et j'arrive même à remplir mes dimanches matins, puis mes dimanches après-midi, et même un jour dans la semaine, et ce qui fait qu'en début de deuxième année de médecine, je faisais déjà 30 consultations de thérapie par semaine, à environ 60-80 € la consultation, je vous laisse faire la multiplication. Et pendant mes premières consultations à cette époque-là, une fois j'accompagne une femme qui vient me voir parce qu'elle était battue par son mari et que du coup elle n'arrivait plus à dormir la nuit, qu'elle n'arrivait plus à faire les meubles et globalement sa vie était vraiment de la merde en fin de compte. Et puis je l'aide du mieux que je peux, j'avais appris des protocoles pour les traumas, ce genre de choses, et j'ai pas trop de nouvelles pendant quelques semaines, et puis 3 semaines plus tard, peut-être un mois à peu près, je vois une personne qui débarque au cabinet entre 2 consultations. En plus le samedi matin, il y avait que moi qui travaillais puisque tous les professionnels de cette maison médicale travaillaient pas le samedi. Et je vois une personne s'approcher, une femme avec un bouquet de fleurs, et qui me tend le bouquet de fleurs comme ça, alors je le prends, et j'ai du mal à resituer cette femme en fin de compte. Aujourd'hui je me souviens de son visage, et je pense qu'il restera gravé dans mon esprit à tout jamais. Et elle s'approche de moi comme ça, puis elle me dit, je suis madame un tel. Alors j'arrive à la resituer, je dis, ah oui, je me rappelle bien, on s'est vu il y a un mois, comment ça va depuis, comment vous vous sentez? C'est un peu le but quand on aide des autres qu'ils aillent mieux en fin de compte. Et à ce moment-là, elle se rapproche de moi, je me souviens, elle pose le bouquet de fleurs sur une chaise de la salle d'attente, et elle me regarde dans les yeux, elle me dit, monsieur Moirou, depuis que je vous ai vu, vous avez changé ma vie. Et là, elle fond en larmes et elle me prend dans ses bras. Et à ce moment-là, c'est une sensation quand vous avez jamais aidé les autres et quand vous avez jamais eu conscience qu'en fait, on peut faire des choses qui dépassent simplement le fait d'essayer de les faire maigrir, là, d'arriver à faire basculer le niveau de bonheur d'une personne. À ce moment-là, vous comprenez, et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de soignants arrivent à comprendre au moins une fois dans leur carrière, c'est que à partir de ce moment-là, quand on a vécu un truc comme ça, tout change. En fait, tout change et la vie prend un sens qui est complètement différent parce qu'on se rend compte qu'on a un pouvoir qui peut réellement faire la différence dans la vie d'une personne. Et je pense que c'est vraiment à cette étape-là où j'ai été encore plus convaincu que je voulais faire de la médecine et que je voulais faire de l'aide envers les autres mon métier. Donc à ce moment-là, je fais des consultations. J'en fais même à la fac gratuite pour aider les élèves de première année. Il y a des articles qui sont faits sur moi, comme vous pouvez le voir juste ici. Et globalement, j'arrête pas de travailler et j'essaye d'aider le plus possible tous les
les gens qui viennent me voir. D'autant plus que je gagne vraiment bien ma vie pour un étudiant en médecine, puisque j'arrivais à faire entre 30 et parfois même 35 consultations à la semaine, à environ 60 ou 80 euros la consultation. Ça faisait un joli pacteur de plusieurs milliers d'euros par mois, donc je savais pas quoi faire, donc j'avais pas du tout besoin pour vivre. J'étais pas du tout dans le délire de m'acheter des chaussures chères, des montres de luxe ou de changer ma voiture. C'était pas du tout ce qui me motivait et ce qui me stimulait à cette époque-là. Alors du coup, je réinvestis quasi tout ce que je gagne dans des formations thérapie encore une fois, puisque je me dis que c'est le domaine qui m'intéresse le plus. D'ailleurs, j'envisage même de faire de la psychiatrie comme spécialité médicale. Donc de la thérapie familiale pour aider les familles, de la thérapie conjugale, de la sexothérapie, de la thérapie d'impact, de la thérapie provocatrice, de la programmation neurolinguistique. En fait, je me forme dans tous les domaines qui marchent et qui permettent d'aider plus vite et encore plus efficacement les patients que je reçois au cabinet tous les week-ends. Et donc du coup, vous vous en doutez, je tombe dans un cercle vicieux où j'essaye de gagner toujours plus pour pouvoir investir toujours plus, faire toujours plus de formations, que ce soit des formations à la fac où je me formais pour être ostéopathe en parallèle de mes études et en même temps mes formations de thérapie qui étaient à Lyon, à Paris, à Strasbourg, les billets de train, les chambres d'hôtel, tout ça, ça coûtait une blinde. Et donc j'avais besoin d'argent pour financer tout ce grand projet. Et à cette époque-là, c'était un peu un cercle vicieux, j'avais tendance à travailler tout le temps, je travaillais tous les soirs, tous les week-ends, toutes les vacances scolaires, absolument tout le temps en fin de compte. Et un jour, ma compagne de l'époque me prend entre deux yeux un soir et me dit écoute, je vais partir parce que je pense que t'as pas la place pour une femme dans ta vie. Et moi j'ai été éduqué dans une vision un peu peut-être vieille France aujourd'hui où voilà, en tout cas mon papa m'a toujours éduqué en me disant qu'il faut tout donner pour une femme, qu'une femme c'est vraiment le pilier qui doit construire ta vie. Et donc à ce moment-là où je me rends compte que je vais peut-être perdre ça, c'est vent de panique et je commence à perdre le moral et je commence à plus croire en moi, à plus savoir vraiment ce que j'ai envie de faire et un peu à tomber dans un cercle vicieux, pas dépressif mais pas super heureux. Puis le temps continue d'avancer comme ça et puis la situation s'envenime de plus en plus et je deviens de plus en plus addict au travail et vu que j'adore faire ça et ça devient comme une drogue en fin de compte, c'est un peu ce syndrome du sauveur véritablement que j'exprime à 300%. Et je me dis que dans tous les cas, si je veux gagner plus d'argent, faut forcément que je travaille plus, donc j'ai pas le choix et donc je rentre vraiment dans ce rouleau compresseur de la vie, métro, boulot, dodo, etc. Alors que j'avais à peine 20 ans à cette époque-là. Et puis un jour, tout a basculé. C'était un samedi, il était 18h, j'étais dans mon cabinet, puis je dis au revoir à la patiente d'avant qui venait pour perdre du poids d'ailleurs, et j'entends un bruit de moteur sur le parking, mais un truc genre... Alors je passe la tête par la fenêtre par curiosité et je vois une magnifique Porsche. Alors j'y connais absolument rien en bagnole, mais je peux vous assurer que c'était une très jolie voiture. Alors à ce moment-là, je vais dans la salle d'attente, j'appelle monsieur Untel, un monsieur se lève, il me serre la main, on va dans la salle d'attente, on commence à discuter, je fais mon interrogatoire comme je fais avec tout le monde, je lui demande qu'est-ce qu'il aime dans la vie, qu'est-ce qu'il fait, et je lui pose la question quel est son métier. À ce moment-là, ce monsieur il me répond qu'il est à la retraite, mais qu'avant il était pompier de profession. Alors je m'arrête comme ça, je pose mes lunettes et je lui dis putain, si j'avais su qu'en faisant pompier on pourrait gagner autant d'argent, j'aurais peut-être pas fait tout bip, j'aurais fait pompier. Et puis j'explose de rire. Et à ce moment-là, il me coupe la parole. Il me dit ah non mais ça monsieur Moiroux, c'est l'immobilier. Alors à ce moment-là, je m'arrête comme ça. Puis je bug, clairement. Je comprends pas ce qu'il me dit. Et je lui dis mais comment ça, vous êtes agent immobilier aussi? Il me dit non, je suis investisseur immobilier. Je dis investisseur immobilier, mais factuellement qu'est-ce que vous faites alors du coup? Il me dit écoutez, c'est très simple. Vous voyez, moi je suis pompier, donc on va dire que toute ma vie, j'ai commencé à travailler à 18 ans, j'étais manœuvre sur des chantiers, et puis après je me suis engagé en tant que pompier, je gagnais entre 1500, 2000, un peu plus des fois avec les astreintes, mais grosso modo dans ces eaux-là. Et à mes 20 ans, j'ai acheté un appartement, c'était un petit appartement de province, que j'ai rénové, j'ai dû payer ça à 40 000, 50 000 euros, peu importe, et du coup je l'ai rénové puis je l'ai mis en location. Alors je dis ouais ok, mais c'est pas ça, c'est grâce à cet appartement là que vous avez pu acheter une Porsche. Moi j'avais une vision qu'une Porsche ça coûtait bien plus cher que 40 000 euros. Et il me dit non mais après j'ai refait ça à mes 21 ans, puis j'ai refait ça à mes 22 ans, puis j'ai fait ça à mes 23, puis mes 24. Puis vous voyez aujourd'hui j'ai 60 ans et j'en ai fait au moins un par an depuis que j'ai 20 ans. Donc ce qui fait que j'en ai à peu près 40. Alors là à ce moment-là, je regarde avec des grands yeux comme ça et je lui dis ok mais du coup maintenant vous les avez tous en location, comment ça se passe? Il me dit voyez maintenant je suis dans une période où je suis à ma retraite, je profite avec ma femme, tout ça, donc tous les ans j'en vends un ou deux, je les revends entre 60 et 70 000 parce que j'ai fait des jolies rénovations, puis le prix de l'immobilier vous le savez peut-être mais il n'arrête pas d'augmenter, donc ce qui fait que cette année j'en ai vendu deux, donc je me suis fait un joli chèque cadeau à la fin de l'année en plus de ma retraite de pompier de 140 000 euros, et cette année avec ces 140 000 euros je me suis acheté la dernière Panamera de chez Porsche. Et à ce moment-là il y a un déclic, il y a deux câbles qui se touchent dans ma tête et je me dis ok ce mec là c'est un génie. C'est un génie parce que il a réussi à trouver
une source d'argent stable, qui n'est pas indexée sur le niveau de revenu ou sur les diplômes, et qui en plus peut me permettre de gagner de l'argent sans travailler. Donc là, clairement, c'est la réponse à tous mes problèmes. Et donc, ce qui fait que depuis ce jour-là, je me suis mis à acheter tous les bouquins qui existaient sur l'immobilier, je me suis mis à arrêter d'acheter des formations de thérapie, et je me suis mis à acheter des formations dans ce domaine-là. Donc j'ai fait quasi toutes celles qui existent sur Internet à cette époque-là, j'y passais toutes mes soirées, tous mes week-ends. Au final, je travaillais toujours autant, mais c'était pour un grand projet qui était de pouvoir acheter un premier appartement, où à l'époque, j'envisageais une place de parking, un garage, parce que je savais pas comment est-ce que je connaissais rien du tout à l'endettement, qu'est-ce qu'on pouvait emprunter, pas emprunter, tout ça. Je savais pas du tout ce à quoi j'avais accès moi avec mes revenus à cette époque-là. Donc je me suis formé quasi à 100% sur YouTube en fin de compte et sur Internet, sur des formations en ligne, etc. Donc je sais par la preuve, et j'en suis la preuve vivante, que ça marche et que c'est pas de la connerie tout ça, et c'est ce qui fait que maintenant j'ai développé cette activité-là qui est devenue une de mes activités principales, que j'ai continué en parallèle de mes études, et j'ai acheté un bien, 2 biens, 3 biens, un immeuble, 2 immeubles, et ça s'est fait comme ça petit à petit en fin de compte. Mais alors je vais vous raconter, parce que c'est vraiment un truc extraordinaire, la première fois, et putain je m'en rappelle comme si c'était hier, la première fois qu'à la fin du mois, pour la première opération que j'ai fait, où je vois que sur mon compte, j'ai gagné 200 euros. Alors peut-être que vous allez dire, ouais, 200 euros c'est rien, c'est pas avec ça qu'on va devenir fortuné ou prendre sa retraite. Oui, bien sûr, je suis complètement d'accord avec ça. Mais la première fois que ça vous arrive d'ouvrir votre compte bancaire, de le regarder et de voir que vous avez gagné 200 euros sans rien faire, ce qui représente pour moi, vous voyez, à une consultation à 60 euros, il fallait que j'en fasse, on va dire 4 à peu près, donc ça représentait 4 heures de travail, et c'était pas du travail facile. Et là je vois que j'ai 200 euros sur mon compte, et le mois d'après j'ai 400, et le mois d'après j'ai 600, et à ce moment-là, et c'est vraiment à cette première opération, et la première fois que ça vous arrive, qu'il y a une étincelle qui se passe dans votre cerveau, et vous vous dites c'est un truc de fou quoi. Et c'est ça qui ensuite m'a permis de peaufiner la méthode et d'en faire 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, et puis de devenir un professionnel de ça en fin de compte. Et par la suite, pour aller de manière encore plus vite, j'ai décidé de m'associer. En plus je me suis associé avec mon papa qui lui avait envie de préparer sa retraite, donc il y a eu un projet commun, l'idée de faire quelque chose de familial, c'est des valeurs qui me plaisaient énormément. Et puis petit à petit j'ai augmenté mes revenus, je me suis mis à faire des conférences sur la thérapie, à faire de la formation, ce qui m'a permis de gagner plus d'argent. Donc si on gagne plus d'argent, on peut emprunter plus par la loi du crédit. Et puis petit à petit j'ai développé des méthodes un petit peu avancées au niveau bancaire, où je suis passé sur un mode plutôt professionnel, ce qui fait que j'avais une banque, 2 banques, 3 banques, 4 banques, j'avais plusieurs partenaires, et c'est ça qui m'a permis de démultiplier les opérations et qui me permet encore aujourd'hui d'acheter plusieurs dizaines de biens chaque année. Et voilà comment s'est passé un petit peu toute l'histoire. Et actuellement, où est-ce que j'en suis? J'en suis à 80 lots immobiliers, des locaux commerciaux, des appartements, des garages, qui me génèrent à peu près 30 000 euros de bénéfices par mois. Et ces 30 000 euros, j'en touche pas le moindre centime, puisque je me les verse pas, puisque j'en ai pas du tout besoin pour vivre, mais je m'en sers pour faire des nouveaux projets, des projets stimulants, et pour pouvoir les réinvestir en permanence, ce qui fait que 30 000 euros par mois, je vous laisse faire la multiplication sur 12 mois, ça me fait un très bel apport pour investir dans les gros projets à plusieurs millions d'euros maintenant, et c'est ça qui est top, parce que l'immobilier, en fin de compte, on progresse petit à petit, on progresse pas aussi vite que dans le business en ligne ou des choses comme ça peut-être, mais on progresse doucement et sûrement, et ça a un effet un peu exponentiel, puisque plus on en a, et plus on a envie d'en avoir, et surtout plus les banques nous prêtent. Et maintenant, pour m'enrichir plus vite et pour pouvoir gagner plus d'argent et faire grossir cette histoire patrimoniale en fin de compte, je rachète des sociétés civiles immobilières, donc des SCI, qui vont pas bien, qui sont endettées, où les choses sont pas louées, ou même des sociétés commerciales, puisque j'ai fait un peu de croissance externe, on va dire, sur le groupe pour pouvoir racheter des boîtes commerciales, j'ai monté une start-up. En tout cas, j'ai utilisé ce levier de l'immobilier qui est, je pense, le plus extraordinaire de tous les actifs que vous pouvez trouver, afin de le mettre au service de causes que je trouve super et qui me plaisent, et de mon propre plaisir en fin de compte. Et par exemple, ici, on se trouve dans une maison de santé dans laquelle j'ai créé 22 cabinets, et chaque cabinet est occupé actuellement par un pote. Et en fait, le podologue c'est un ami, l'ostéopathe c'est un copain, le kiné c'est ma belle-mère, le médecin du sport c'est mon papa, et tous les gens qui travaillent ici, et en plus j'ai fait les bureaux du coup de ma propre entreprise, sont des amis, et ça c'est le genre de projet qui coûte très cher, mais que j'ai pu faire grâce à l'investissement immobilier. Un autre projet sur lequel on travaille en ce moment, on est en train de rénover un bâtiment pour faire un foyer pour femmes battues, un peu en réponse à l'histoire que j'ai vécue avec cette fameuse femme qui m'a apporté le bouquet de fleurs que je vous racontais tout à l'heure, et qui m'a tellement marqué que voilà, aujourd'hui j'ai décidé de créer un bâtiment, un projet où on va accueillir des femmes battues, on va créer une crèche, leur donner du travail et pouvoir utiliser tout cet argent pour quelque chose qui a vraiment du sens pour moi. Alors ce qu'il faut que vous vous disiez, et s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que globalement, dites-vous que la vie c'est un peu comme un chemin de randonnée, et parfois on se gourre, parfois on peut se faire des entorses, parfois on se blesse, mais l'important c'est de toujours continuer à randonner. Mon objectif aujourd'hui avec cette vidéo et avec toutes celles de cette chaîne
chaîne YouTube, bah, c'est peut-être d'être un guide pour vous, en tout cas de vous montrer où est-ce que vous voulez pas aller, si l'histoire vous plaît pas du tout, vous montrer peut-être là où vous avez envie d'aller, si vous trouvez ça cool et que vous avez envie de faire la même chose. Et sachez une chose, c'est que dans l'immobilier, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut commencer par une place de parking, un garage, puis un appart, puis un petit immeuble, puis des locaux commerciaux, etc., etc. Donc absolument tout le monde peut faire, puisqu'il n'y a pas besoin de capital de départ ou d'expérience dans le domaine. Et donc imaginez que ce chemin de randonnée, bah en fin de compte, à partir d'aujourd'hui, il va se diviser en deux chemins. Le chemin de gauche et le chemin de droite. Imaginez que le chemin de gauche, c'est celui, et on va pas se mentir, qu'empruntent la majorité des gens, qu'empruntent les 99% des gens en fin de compte. C'est un chemin qui est balisé, qui est facile à randonner. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question. C'est le métro, boulot, dodo, bah voilà, je fais des études, puis je travaille, et puis je m'achète une grosse maison, puis une grosse voiture, puis une grosse montre. Disons que c'est un peu ce que veut la société, on va dire. Et la plupart des gens empruntent ce chemin. Et d'ailleurs, ils mettent jamais d'argent de côté, ils investissent jamais dans l'immobilier, ils font jamais des projets qui leur plaisent. Ils font ce que globalement, la vie, l'environnement, la société leur a poussé à faire. Et puis, il y a l'autre chemin. L'autre chemin, on va pas se mentir, il sera plus dur, il vous demandera plus d'efforts, plus de motivation et plus d'énergie. C'est le chemin que j'ai réussi à emprunter et j'en suis super fier parce que ça commençait pas du tout comme ça. Et sur ce chemin, il y aura des rivières, il y aura des obstacles, il y aura des montagnes à gravir, il faudra escalader des rochers. Mais globalement, c'est le seul chemin qui vous amènera au sommet de la montagne. Je pense au bonheur absolu. Et s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que tout le monde en est capable à condition que vous vous en donniez les moyens et que vous appreniez un maximum sur les recettes qui fonctionnent, qui ont fonctionné pour moi, qui fonctionnent pour des milliers d'investisseurs chaque année. Ne réinventez pas la roue parce que factuellement, ça marche. Il y a des recettes pour s'enrichir, il y a des recettes pour devenir libre financièrement et tout le monde, absolument tout le monde, peut le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt. C'était Tim. Ciao.